Merci Alice, et puis bonjour à tous. Je suis très heureux de pouvoir vous présenter ce consensus d'experts pluriprofessionnels en avant-première, puisqu'il a été accepté pour une publication dans un journal francophone que vous pouvez retrouver bientôt. Et je remercie également le comité scientifique de me donner l'opportunité de vous présenter dans les grandes lignes les étapes de mise en œuvre de ces programmes, les éléments constitutifs, les applications pratiques et la superposition à l'implantation de ces programmes au regard des méthodes d'évaluation de l'intervention non médicamenteuse. Voilà. Et puis il s'agit aussi évidemment de répondre à un impératif de santé publique pour le maintien à domicile, pour la prévention de la perte d'autonomie, en lien avec les différents plans nationaux qui sont actuellement expérimentés sur les territoires, et bien entendu avec le contexte actuel de réforme des retraites, d'essayer de vivre en meilleure santé avec une meilleure mobilité. Alors, d'abord, j'ai pas de lien d'intérêt, mais il me semblait important de revoir avec vous un contexte démographique dans lequel s'est inscrit justement la création et la constitution de ce consensus. Alors, il y a un vieillissement de la population, c'est le corollaire de l'augmentation de l'espérance de vie globale à la naissance que vous connaissez tous. Les projections prévoient une augmentation de 49% de la part de personnes âgées de 75 à 84 ans entre 2020 et 2030. Mais si on s'intéresse à l'approche plutôt fonctionnelle de la perte d'autonomie, on s'aperçoit qu'à 75 ans, selon la Grèce, eh bien, il y avait 70,6% des personnes qui déclaraient une maladie chronique ou un problème de santé, alors qui n'est pas directement lié à une incapacité, mais qui peut, en être l'origine. On avait également, je vais aller un peu vite, 62% qui déclaraient une limitation fonctionnelle, donc une affection des fonctions physiques, sensorielles, cognitives, qui sont liées à ces maladies ou alors à leurs symptômes. Et puis on avait plus de la moitié des personnes qui déclaraient une restriction d'activité dans les activités de la vie courante que font habituellement les personnes, que sont susceptibles d'engendrer ces limitations fonctionnelles. Alors, on entend beaucoup parler en ce moment d'espérance de vie, mais on se concentre plus spécifiquement sur l'espérance de vie sans incapacité physique. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que à 65 ans, eh bien, cette espérance de vie sans incapacité, elle a progressé. Elle est actuellement à 65 ans de 12,6 ans pour les hommes et de 11,3 ans pour les femmes, ce qui place tout de même la France à un niveau modéré par rapport au classement des UE27. On s'attendrait à ce que la France soit un petit peu mieux classée. Et donc depuis 2008, comme je vous le disais, elle a progressé de 2 ans et de 7 mois pour les femmes et de 2 ans et de 8 mois pour les hommes. Et si on s'intéresse également à l'espérance de vie sans incapacité forte, donc est-ce que vous êtes limité depuis au moins 6 mois à cause d'une maladie dans les activités que font habituellement les gens? Si les personnes répondaient oui fortement, potentiellement elles étaient en situation de handicap. Et donc on considère qu'il y a également cette notion à bien prendre en compte, l'espérance de vie sans incapacité forte, qui a progressé mais plus lentement depuis 2008. Et entre 2020 et 2021, on s'aperçoit qu'il y a une hausse quand on regarde les derniers chiffres de l'adresse. Toutefois, si ces tendances démographiques elles demeurent stables, on aurait 4 millions de seniors en situation de perte d'autonomie en 2050, ce qui représenterait 16%, un quart des personnes âgées de 60 ans et plus, et on en aurait 3,1 millions à domicile. Et il y a également des enjeux médico-économiques, puisque entre 2019 et 2020, il y a eu une augmentation des dépenses annuelles moyennes de l'APA par bénéficiaire. Donc il y a différents enjeux. Le premier, c'est de pouvoir prévenir la perte d'autonomie au domicile, alors qui est en général conditionnée par la perte de mobilité, en maintenant l'indépendance fonctionnelle, c'est-à-dire la capacité à décider, à réaliser soi-même les activités fonctionnelles de la vie courante, aller faire ses courses, descendre ses escaliers, etc. Et en ciblant plus particulièrement la préservation de la mobilité, donc une véritable capacité physique associée à la qualité de vie, qui a une véritable valeur pronostique sur la survie et l'indépendance fonctionnelle, alors qu'on dit que la perte de mobilité, elle résulte en général d'une multitude de déficiences du système nerveux central, sensoriel, énergétique, mais aussi articulaire. Alors, il faut pouvoir considérer comme une approche, une stratégie pragmatique qui est tournée vers des leviers efficaces, structurés entre les différents acteurs et puis surtout personnalisés en fonction des besoins de la personne et surtout de ses facteurs de risque. On en reparlera un petit peu après. Donc, il faut pouvoir concevoir, établir et mettre en œuvre ces programmes d'exercice à la fois en prévention primaire mais également secondaire
pour des personnes qui sont en train de perdre, mais pour lesquelles, eh bien, il y a une réversibilité possible des syndromes gériatriques que je vais vous présenter rapidement après. Et donc, ces programmes, ils doivent être tournés autour de trois axes, ciblés vers la population à risque, donc les personnes qui sont susceptibles d'en bénéficier le plus, basés sur une intervention non médicamenteuse à haut niveau de preuve, l'exercice physique, qui a très largement fait ses preuves pour la prise en charge et l'accompagnement des syndromes gériatriques liés à la perte de mobilité, les chutes, bien entendu, mais aussi la sarcopénie, la fragilité et également aussi la dénutrition. Elles doivent être coordonnées avec tous les acteurs concourant à cette prévention, des acteurs, ça va être des acteurs médicaux, aux aidants et aux seniors eux-mêmes. Et le but, eh bien, c'est de pouvoir harmoniser les bonnes pratiques en vue d'une diffusion après plus large de ces programmes sur le territoire qui sont actuellement innovants, expérimentés et pas déployés de partout. Alors, comment ils vont s'articuler ces programmes? Ils vont aller du repérage, de l'évaluation, de la délivrance, de la conduite d'un programme personnalisé, d'une réévaluation naturellement et d'un relais d'intervention afin de consolider les bénéfices. Alors, ce repérage, il peut être fait par différents acteurs. Les institutions, ça va être, par exemple, on pense au CPTS, aux caisses de retraite, le secteur libéral, en particulier les médecins traitants, qui ont un rôle prépondérant à jouer dans ce repérage, les associations, mais aussi les communautés de communes. Et il doit se faire à partir de 70 ans. Alors, tout à l'heure, on disait qu'il n'y a pas de limite d'âge pour l'éducation thérapeutique. Pour le coup, les programmes d'exercice, dans ce consensus d'experts, on considère que à partir de 70 ans, la perte de mobilité peut survenir et que le repérage doit commencer à se faire à partir de cet âge-là, chez le senior autonome encore à domicile, et il peut être basé sur le lever de siège, puisque c'est un petit peu le consensus actuel dans les autres expérimentations, mais aussi ça peut être d'autres prodromes, comme par exemple les chutes, ou la peur de chuter, ou alors même des comportements sédentaires. L'évaluation, elle doit être à la fois médicale, mais aussi fonctionnelle, psychosociale, psycho-affective également. Le but, c'est d'écarter toute pathologie sous-jacente qui pourrait contre-indiquer de façon plus ou moins relative la pratique d'activité physique. De définir donc quelles sont les capacités physiques des personnes. Alors nous, on se base sur le SPPB, donc c'est le Short Physical Performance Battery, c'est un score composite sur 12 qui comprend différentes dimensions, l'équilibre, la fonction, également la force musculaire. Et donc il s'agira de définir des objectifs individualisés. Ces programmes, ils doivent être conduits et encadrés par des intervenants en APA, alors c'est une famille de professionnels au sens large, on va dire, au regard des décrets qui sont en vigueur, qui doit être formé, qui doit posséder l'expertise auprès de ce public, et il doit être stratifié selon les facteurs de risque. J'y reviendrai après. Réévaluation selon les mêmes modalités qu'au bilan initial, de façon à pouvoir émettre un jugement critique sur l'intervention, attester de l'efficacité de la prise en charge et définir quels sont les endpoints, les critères de jugement. Et le relais d'intervention, en s'appuyant sur les dispositifs qui existent déjà sur le territoire, activité physique adaptée ou sport santé, plutôt pour les personnes qui ont des limitations minimes en fonction des capacités et des améliorations bien entendu. Et le but, ce sera, au-delà de consolider les bénéfices, de pouvoir soutenir durablement une pratique d'activité physique et d'engager sur le long terme les personnes. Alors l'évaluation individuelle, si on la décline, eh bien, elle est, donc, comme on le disait, médicale, et il faudra également procéder à minima au dépistage de la sarcopénie, évaluer la fragilité physique selon les critères de Frick, donc une diminution de la capacité de réserve qui prédispose à des événements indésirables comme des chutes, des hospitalisations, etc. C'est la voie d'entrée en général après vers la dépendance. Une évaluation donc fonctionnelle comme on l'a dit, évaluer le niveau d'activité physique pour regarder dans quelle mesure les participants sont sédentaires ou alors simplement inactifs, ils font pas suffisamment d'activité physique d'intensité modérée. Une évaluation motivationnelle, dans quelle mesure le participant est susceptible d'adhérer au programme, dans quelle mesure il va s'engager durablement dans cette pratique. Donc il y a plusieurs approches possibles. On retient en général dans la littérature la théorie de l'autodétermination et donc quels sont ses besoins, ses attentes, ses préférences en matière d'activité physique. Toujours dans une approche holistique, le but c'est de co-construire un projet personnalisé autour de l'activité physique pour prévenir la perte de mobilité. Alors, des programmes d'exercice donc personnalisés, qui sont stratifiés en fonction des facteurs de risque, sarcopénie, fragilité, chute et ou peur de chuter, il ne faut pas la mettre de côté, la peur de chuter bien entendu, ils ont sédentaire ou une activité physique, et donc en fonction de ces facteurs de risque,
qu'on retient pour la perte de mobilité. On peut faire le distinguo en fonction de 3 niveaux. D'abord, des personnes qui ont un SPPB supérieur ou égal à 10 sans facteur de risque, des personnes qui ont un SPPB supérieur ou égal à 10 avec au moins un facteur de risque, ou alors un SPPB compris entre 5 et 9. En général, il y a toujours des facteurs de risque quand on est à 5 et 9, et des personnes qui ont des SPPB strictement inférieurs à 5. Alors, ce qu'on recommande, nous, dans le consensus, c'est que pour les personnes qui ont un bon niveau de SPPB, de bonne capacité physique et pas de facteur de risque, des conseils personnalisés peuvent sembler suffisants, mais il faudra bien entendu renforcer les habitudes de vie et mettre quelques petites alertes sur des comportements sédentaires qui sont peut-être un petit peu trop fréquents, pas de prise en charge qui est nécessaire, au contraire des SPPB qui sont supérieurs ou égaux à 10 avec un facteur de risque. On recommande un programme d'exercice multimodal supervisé en groupe de 6 à 8 personnes, donc en petit groupe. Voilà, nous on recommande on s'arrête à 8 personnes et pas plus. Et pour les personnes qui ont un SPPB inférieur strictement à 5, on recommande plutôt une prise en charge individuelle, pluridisciplinaire à visée médicale et rééducative, avant d'envisager une suite en groupe. Alors ces programmes, à quoi ils vont servir? À court et moyen terme, ça va être d'augmenter les performances physiques et fonctionnelles, naturellement, qui vont être elles-mêmes prédictives de la diminution du risque de chute. On va également tendre à augmenter l'autonomie pour les tâches de la vie quotidienne. Alors ça va passer par une augmentation du volume hebdomadaire d'activité physique entre les sessions. L'ETP a toute sa place d'ailleurs dans ces programmes, puisqu'il s'agira de pouvoir engager durablement les gens. Il s'agira pas seulement de les faire venir dans ces programmes, il faudra aussi qu'ils soient eux-mêmes acteurs de leur propre santé, augmenter la qualité de vie évidemment. Et sur le long terme, ce sera de favoriser l'appropriation individuelle du contenu du programme. Alors, il y a un terme anglo-saxon que nous, on apprécie bien, c'est l'empowerment, c'est la prise de décision. C'est la capacité justement à mettre en place des compétences en matière de santé et à endosser des comportements pour sa prévention. Réduire le nombre de chutes, en particulier celles traumatiques. Donc là, on est plutôt sur des objectifs cliniques et médico-économiques, également réduire la fréquence des hospitalisations et in fine, l'entrée en GIR inférieure inférieure ou égale à 4. Alors, qu'est-ce qu'ils comprennent, ces programmes? Il y a différentes choses. Alors, il faut bien entendu respecter les grands principes de l'entraînement. D'abord, la fréquence. On recommande une fréquence de 2 séances par semaine, d'une durée minimale d'1 heure, en respectant un minima 1 jour de repos entre chaque séance. Ça peut être un petit peu plus pour les personnes qui sont plus fragiles. L'intensité, elle doit être au départ de faible à modérée, puis de modérée à intense sur les phases avancées du programme. Elles doivent cette intensité doit être modulée en fonction de la tolérance à l'exercice, une composante centrale, et de la perception de l'effort. Et donc, on peut le paramétrer selon le pourcentage de l'ARM. Alors, c'est plus compliqué en pratique. En général, on utilise plutôt les échelles de perception de l'effort comme des échelles de bas. Le temps, il doit être d'une durée minimale de 10 à 12 semaines. Il n'y a pas de maximum. Le minimum pour induire des bénéfices substantiels, pour répondre aux objectifs à court et moyen terme, on considère que c'est 10 à 12 semaines, en accord avec la littérature, bien entendu. Le type de travail, il doit être multimodal, mais une attention particulière sera donnée à la combinaison d'exercices fonctionnels en résistance, en équilibre et en puissance musculaire. Donc des contractions à vitesse élevée. Le volume total en résistance, c'est 1 à 4 séries, de 6 à 15 répétitions pour le renforcement musculaire, et en endurance, on va être de 500 à 1000 mètres semaine. Et la progressivité individuelle, il faudra pouvoir incorporer 3 phases de façon à optimiser les améliorations et les gains sur le plan nerveux et morphologique du muscle squelettique. Donc au même titre qu'un sportif, ils ont des capacités d'adaptation qui se rapprochent en général des sujets jeunes, bien qu'elles soient plus relatives. Et il faudra bien entendu respecter un temps de récupération de 1 à 3 minutes, donc davantage pour les personnes qui sont plus déconditionnées. Et donc, pour revenir à la progressivité individuelle, en général, elle se traduit par un processus de périodisation de l'entraînement avec différentes phases évolutives, une augmentation progressive de l'intensité et du volume de travail, donc de la charge d'entraînement, qui doit bien entendu être adaptée et modulée en fonction de la tolérance à l'exercice, systématiquement, pour pouvoir réajuster ou allonger un petit peu ces phases. Alors, tout ça, c'est bien entendu pas fixe, c'est des recommandations, mais ça permet déjà de dégager
une forme d'entraînement progressif pour favoriser les gains. Les activités physiques sportives et artistiques adaptées, elles auront leur place plutôt en phase 2 pour pouvoir travailler différents éléments. Les stratégies motivationnelles qu'il faudra envisager en accord avec la littérature, d'abord au départ, c'est de pouvoir informer, sensibiliser, éduquer les seniors au bénéfice d'une pratique régulière d'activité physique, donc une approche promotionnelle, mais également préventive, leur dire voilà, que la sédentarité, ça va venir exacerber le risque de perte de mobilité. Il faudra pouvoir, pendant la prise en charge, développer le sentiment d'efficacité personnelle à travers des entretiens motivationnels réguliers. Et il faudra enfin favoriser la motivation autonome, donc dans la théorie de l'autodétermination, pour l'activité physique par une régulation qu'on dit intrinsèque et identifiée, parce qu'on a pu mettre en évidence qu'elle était prédictive justement de la pratique d'activité physique sur le court et sur le long terme. Donc il faut que l'activité physique puisse avoir un intérêt pour la personne et qu'elle puisse être en accord avec la valeur des objectifs prédéfinis, des actions à entreprendre pour les atteindre. Alors, comment on les évalue, ces interventions non médicamenteuses? D'abord, il faut qu'elles puissent être acceptables, c'est-à-dire que les personnes puissent bien les tolérer, qu'on ait très peu des événements indésirables, puisqu'on est quand même avec un public fragile, l'activité physique, ça reste un stress pour l'organisme. C'est des gens qui sont parfois très éloignés d'une pratique d'activité physique, donc c'est le premier critère de réussite de ces interventions non médicamenteuses. Il faut pouvoir que les gens également adhèrent à l'activité, au programme qui est proposé, qu'ils y trouvent un intérêt, qu'ils reviennent, qu'ils y trouvent du plaisir. Ça, c'est une notion aussi très importante. Il faut que l'intervention puisse être délivrée en accord avec ce qui était fixé au départ. Donc, on avait un programme. Il faudra pouvoir s'y tenir, donc une fidélité au cahier des charges. Il y a un rapport également coût-efficacité. Donc là, on est plutôt sur après des retombées médico-économiques. Et il faut que cette intervention puisse s'inscrire sur la durée, donc en accord et en appui, avec l'appui, avec les dispositifs qui sont préexistants sur le territoire, de façon à consolider les bénéfices et à coordonner ces programmes avec ce qui existe déjà. Alors, avant de terminer, quelques limites. D'abord, c'est le financement. Vous connaissez, l'activité physique, ça n'est pas remboursé. Et donc, forcément, ça représente un frein pour le déploiement de ces programmes à plus large échelle. En milieu périurbain et rural, il faut que ces programmes puissent être superposables, puisque actuellement, le modèle qu'on vous propose, il est très urbain quand même. Et il faut qu'il puisse être adapté aux inégalités socio-territoriales. Il faut pouvoir garantir l'accessibilité aux programmes dans des zones qui sont en dynamique complètement hétérogène. On parlait de la dynamique à Montpellier, elle n'est pas forcément la même à Lyon, par exemple. Et également identifier une plateforme numérique commune répondant aux normes RGPD pour la collecte de données dans une base informatique sécurisée. Alors, avant de conclure, j'aimerais dégager certaines perspectives en vue d'un essaimage potentiel sur le territoire de ces programmes. Il faudra pouvoir, dans un premier temps, identifier des structures ad hoc possédant l'expertise pour les diffuser et assurer le contrôle qualité, permettre aux professionnels d'acquérir des compétences requises pour la conduite et l'encadrement de ces programmes, attester de l'efficacité de ces programmes par une évaluation pré-post, ça c'est essentiel, coordonner les programmes avec les dispositifs existants, donc ça on l'a dit, et on l'a évoqué tout à l'heure, je pense que c'est un élément aussi important, c'est de favoriser la littératie en santé, c'est-à-dire faire en sorte que les personnes puissent avoir accès à l'information, qu'elles puissent les utiliser facilement, qu'elles puissent mettre en application toutes leurs compétences pour avoir un levier et un aspect décisionnaire sur leur santé et sur leur prévention. Et il faudra aussi utiliser de nouvelles technologies qui ne se substitueront pas aux acteurs de prise en charge, mais qui serviront plutôt à soutenir le déploiement de ces programmes. Alors pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est que la prévention primaire et secondaire, j'insiste là-dessus, de la perte de mobilité, elle répond aux enjeux de santé publique du gouvernement, mais également médico-économiques. La conception et l'élaboration et la mise en œuvre de ces programmes qui doivent être adaptés aux capacités, aux besoins du senior, on a vu que c'est une stratégie qui est faisable et surtout qui est probante. Elle est basée sur un haut niveau de preuve de la littérature. Maintenant, l'enjeu, c'est de pouvoir les déployer à plus large échelle. Et donc, ça implique de pouvoir connaître les dynamiques territoriales de santé dans le lieu dans la zone dans laquelle on se trouve.
d'organiser une politique participative, coordonnée entre tous les acteurs, ne pas mettre de côté les aidants, puisque voilà, on l'a dit tout à l'heure, hein, ils ont les associations aussi d'usagers, ils ont un rôle majeur à jouer, notamment dans le repérage, d'aménager un territoire pour répondre aux enjeux d'équité en santé, et d'une coopération structurée et pérenne, à la fois entre la formation, les acteurs de la recherche, les acteurs territoriaux et également les instances publiques. Ça, c'est le plus difficile à mettre en œuvre. Et donc, voilà, pour terminer, ça doit pouvoir, cette mise en œuvre, si elle réussit, produire des externalités positives en matière de santé publique. Voilà. Je tenais à faire quelques petits remerciements juste avant de conclure. Donc, voilà, tous ceux qui ont co-signé ce consensus et qui ont contribué, en particulier l'équipe, mon équipe du programme Bien sûr ses jambes à l'hôpital Lyon Sud, et également l'équipe du groupe de travail APA de la NPAS, que je remercie également vivement. Voilà. Et puis le consensus apparaît, ce sera dans cette revue prochainement. Et voilà, j'ai hâte d'attendre vos retours et puis je vous remercie pour votre attention.